Un nouveau représentant pays du programme alimentaire mondial est à Cotonou. Avant de prendre service, il est allé présenter ses lettres de cabinet au ministre des Affaires étrangères et de la coopération. À travers un communiqué en date de ce jeudi 21 juillet 2022 du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, demande aux fêtiers des organisations estudiantines de mettre immédiatement fin à certaines pratiques qui violent les lois et tests réglementaires en vigueur au Bénin. Quelques étudiants de ce haut lieu de savoir n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. Vous les suivrez dans ce journal. Et puis en interactualité, le président ivoirien effectue depuis le 20 juillet 2022 une visite d'État, signe d'une relation bilatérale grandissante avec Pretoria. Le chef de l'État aura des entretiens avec son homologue sud-africain au palais de la présidence de la République de Pretoria sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs, le développement est à suivre absolument. Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver pour la livraison de cette session d'information sur Speedline Télévision. Après le succès des cantines scolaires, les récentes participations de la vice-présidente Mariam Tchabi Talata au conseil d'administration du Programme alimentaire mondial à Rome, un nouveau représentant pays du PAM est à Cotonou. Il a présenté ses lettres de cabinet au ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin. Reportage. Ali Ouattara, c'est lui qui est désormais aux commandes du Programme alimentaire mondial au Bénin. Successeur de l'ex-représentant résident Guy Mesme Adoua, en fin de mission, Ali Ouattara a sacrifié à la tradition de présentation des lettres de cabinet et discuter des défis à relever dans le cadre du programme des cantines scolaires au Bénin. Je crois que c'est une continuité, toute sa vie c'est une continuité, le PAM également s'inscrit dans cette dynamique et il y a eu du bon travail qui a été fait et avec l'équipe qui est encore en place, nous sommes engagés à poursuivre et aussi à apporter des solutions au contexte. À l'occasion, le nouveau président du PAM a échangé avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenoussi, sur les défis qu'il a et aussi les perspectives de sorte à apporter de l'alimentation à chaque élève dans le pays. Il y a des défis, il y a des questions liées aux innovations qu'on doit apporter, par exemple les questions de digitalisation, les questions d'adapter les modalités au contexte, et, étant donné que nous sommes en train de vouloir passer de 75% de taux de couverture à 100%, et notamment au niveau urbain, et le contexte urbain est totalement différent. Il faudra adapter la stratégie donc à ce contexte-là afin d'avoir la couverture totale. Ali Ouattara cumule plus de 26 années d'expérience, dont 11 sur le plan international, dans des contextes humanitaires d'urgence complexe, de défis et développement. De nationalité burkinabé, il est né le 19 mai 1969 et titulaire d'une maîtrise en économie et d'une licence en sociologie obtenue respectivement en 1993 et 1997 à l'université de Ouagadougou au Burkina Faso. Désormais, tout changement de domicile doit être signalé auprès des autorités communales de l'ancien et du nouveau lieu de résidence. La décision est prise en Conseil des ministres du mercredi dernier et entre dans le cadre de la mise en place du fichier communal d'identification des personnes. Ce jeudi 21 juillet 2022, le gestionnaire mandataire a donné un point de presse pour éclairer l'opinion publique sur le déroulement de cette opération. On fait la synthèse avec Kenneth Egawi et Mathieu Soso. 2 décrets présidentiels ont meublé ce point de presse du gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedi. Le premier concerne les modalités pratiques et opérationnelles de reconstitution des actes d'état civil. Désormais, lorsqu'une personne née au Bénin et qui avait déjà été enregistrée à l'état civil au Bénin se présentera pour obtenir copie de son acte de naissance ou de son acte de mariage, ou s'il s'agit des parents, de l'acte de décès de leur auteur ou parent, cet acte sera obligatoirement un acte sous format sécurisé comme ce que nous sommes en train de faire maintenant. Mieux, il est précisé sur l'acte de format nouveau
qu'il s'agit d'un acte reconstitué en vertu de la loi. En plus de cela, l'acte portera la mention de l'officier de l'état civil qu'il avait enregistré à l'époque et portera la mention du déclarant telle que cette mention figurait sur l'acte primitif. Et enfin, en bas ou en pied d'acte, en pied de page comme on le dit, il sera mentionné encore le nom de l'officier de l'état civil territorialement compétent actuellement qui certifie la reconstitution de l'acte. Le second décret évoqué est celui relatif à la mise en œuvre des registres communaux d'identification des personnes. C'est ce décret qui oblige désormais les citoyens à informer l'autorité communale de tout changement de domicile. Ici, dans le pêle-mêle, nous avions tous fait le RAVIP pour figurer au registre national des personnes physiques. Le traitement du registre national des personnes physiques conduit maintenant à extraire le registre communal au titre de chaque commune du pays par référence à la résidence déclarée par les uns et les autres pendant qu'ils ont fait le RAVIP. Mais des gens ont fait le RAVIP au moment où ils résidaient à Cotonou, par exemple, et aujourd'hui, ils sont à Malanville. D'autres étaient à Loko-Koukoumé quelque part et sont aujourd'hui à Aziza Lokoli. Il faut permettre à chaque personne figurant dans la base de données du registre national des personnes physiques et inscrit au titre de la commune de sa résidence d'avoir accès à ces informations pour dire « Ah, c'est vrai, j'étais en résidence sur le territoire de telle commune, mais aujourd'hui, je ne suis plus là-bas. Je demande à l'ANIP de prendre acte de ce que je ne suis plus là-bas, que je suis désormais dans telle commune. » À en croire le gestionnaire mandataire, c'est à partir de cette déclaration de domicile que les attestations de résidence seront désormais délivrées. Le registre communal d'identification des personnes se veut donc un outil de rapprochement et sera effectif dès le 1er octobre prochain. Je l'annonçais dans les titres, le gouvernement béninois a ordonné la suppression des camps paramilitaires et formation d'étudiants soldats à l'université d'Abomey-Calavi. C'est à travers donc un communiqué en date de ce jeudi 21 juillet 2022 du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou. Il demande cependant aux fêtières des organisations estudiantines de mettre immédiatement fin à certaines pratiques qui violent les lois étaient en vigueur au Bénin. Quelques étudiants de ce haut lieu de savoir n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. Dans ce reportage signé Romaric Dossa et Mathieu Sossou. Plus d'étudiants soldats dans les universités publiques au Bénin. Ce sont les mises en garde du ministre de la Sécurité publique Alassane Seydou aux responsables étudiants. Il s'agit plus précisément de la suppression immédiate des activités paramilitaires des associations estudiantines. La nouvelle est tombée à travers un communiqué du dit ministère en date de ce jeudi 21 juillet 2022.
L'autorité observe que ces milices ont transformé l'université en un front permanent où plane le spectre de la violence et des perturbations fréquentes des activités académiques sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi, un aspect des dérives estudiantines que dénoncent également des étudiants. À travers ce communiqué, le ministre Alassane Seydou demande aux responsables d'établissement, aux étudiants ainsi qu'à tous les usagers des campus universitaires du Bénin de dénoncer les auteurs de tout acte répréhensible en portant l'information auprès de la hiérarchie ou en saisissant les autorités compétentes chargées de la sécurité publique. Le Ballon d'Or africain est une récompense décernée annuellement aux meilleurs footballeurs africains. Cette année, le footballeur Sadio Mané a remporté donc le Ballon d'Or africain pour la deuxième fois consécutive. Nous allons à la découverte de ce footballeur et des victoires qu'il a connues avec Olive Biaou. Sadio Mané est un footballeur sénégalais né le 10 avril 1992 dans le village de Bambali près de Sédhiou. Il évolue au poste d'ailier et d'avant-centre au Bayern Munich. Il est considéré actuellement comme l'un des meilleurs joueurs du monde et sans doute le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe du Sénégal. Il est réputé pour ses dribbles, sa vitesse, sa technique et sa vision du jeu. En 2009, il intégrait l'AS Génération Foot où il fut rapidement repéré par le club partenaire du FC Metz. Il signe son premier contrat professionnel avec le club français au début de l'année 2012. La même année, son équipe est reléguée et Mané part pour le Red Bull Salzbourg. En Autriche, le Sénégalais se révèle totalement et marque plus d'un but tous les 2 matchs. Il remporte 2 championnats en autant de saisons, signant même le doublé avec la Coupe nationale en 2014. Le Southampton FC l'engage et Sadio Mané confirme son talent en Première Ligue, continuant à marquer plus de 10 buts par an. Mané remporte ses premières compétitions majeures avec le championnat d'Autriche en 2013 à Salzbourg et le doublé Coupe Championnat l'année suivante. Avec Liverpool, après être parvenu en finale en 2018, il remporte la Ligue des Champions en 2019. Il termine co-meilleur buteur du championnat d'Angleterre en 2019 avec 22 buts et remporte la Super Coupe de l'UEFA 2019 et la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2019, ce qui lui vaut d'être sacré joueur africain de l'année 2019. En 2020, il gagne le championnat d'Angleterre. Sur le plan international, Mané débute avec l'équipe du Sénégal en 2012. Il prend ensuite part aux Jeux Olympiques de 2012. Après plusieurs échecs dans les compétitions, les Sénégalais sont finalistes de la CAN 2019 et vainqueurs en 2022. Le joueur sénégalais atteint la 4e place du classement du Ballon d'Or 2019 derrière Ronaldo, son coéquipier du Liverpool FC Van Dijk et Messi.
Il devient ainsi l'un des meilleurs joueurs de l'Afrique. À présent, la page internationale dans cette édition, le président ivoirien effectue depuis le 20 juillet 2022 une visite d'État, signe d'une relation bilatérale grandissante avec Pretoria. Le chef de l'État aura des entretiens avec son homologue sud-africain au palais de la présidence de la République de Pretoria sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Ils présideront également une cérémonie de signature de plusieurs accords bilatéraux institutionnels entre les deux pays et le Forum des affaires Afrique et du Sud, également Côte d'Ivoire. Reportage. Le président ivoirien Alassane Ouattara a été reçu ce vendredi par son homologue Cyril Ramaphosa à Pretoria en Afrique du Sud. Les deux pays devraient signer des accords pour renforcer leurs relations dans des secteurs clés tels que les mines et les transports. Cette visite est la deuxième étape des discussions bilatérales entre les deux chefs d'État. Une commission mixte créée en 2015 a signé déjà 9 protocoles d'accord dans différents secteurs. Le total des échanges commerciaux entre les deux pays est passé de 1,3 milliard de rand en 2019 à 2 milliards de rand en 2021, soit plus de 11 millions de dollars. Le portefeuille d'investissement de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire a également enregistré une augmentation. MTN, Standard Bank ou encore MultiChoice font partie des entreprises sud-africaines installées en Côte d'Ivoire. Direction le Cameroun, la pénurie de carburant à laquelle sont confrontés les consommateurs au Cameroun et plus précisément dans les grandes villes a entamé la mise en place dans certaines stations-service des systèmes destinés à distribuer rationnellement les précieux liquides aux clients. La rareté donc des produits pétroliers dans les villes est désormais perceptible aussi bien par les propriétaires des véhicules, par les passants également. Reportage. Pour espérer avoir du carburant à Yaoundé, il faut être très patient. Plusieurs stations ont déjà fermé. Pour celles encore fonctionnelles, les files d'attente ne désemplissent pas. Le carburant est cher et rare. Je suis à ligne 4h, 5h de temps, je suis là depuis 6h. Regardez à quelle heure j'ai été servi pour 5 000 francs. Pour reprendre la route pour 60 km, revenir peut-être en soirée, m'aligner encore. Et qu'est-ce que j'aurais travaillé? Il n'y a même pas d'abord le carburant dehors, partout où on trouve un peu de super, tellement de monde. Et on nous conditionne, on nous dit, si vous ne pouvez pas prendre pour 3 000, allez consommer ailleurs. Donc on est obligé de supporter, d'accepter les propositions qu'ils nous proposent et autres. Cette rareté et pénurie du carburant pourrait faire exploser le taux d'inflation. Alors que la situation de pénurie de carburant devient intenable pour les automobilistes de la ville de Yaoundé et des villes environnantes, les experts pensent qu'il s'agit là d'un moyen pour les autorités de préparer les Camerounais à une éventuelle hausse des prix du carburant. Pour répondre à cette pénurie, un approvisionnement de 62 500 mètres cubes de produits pétroliers a été annoncé en début de semaine par le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Les rangs que vous trouvez dans les stations-service, c'est un impact. C'est un moment assez psychologique. Il faut apprêter le citoyen camerounais à l'augmentation des prix. C'est ce qui va arriver. L'impact continuera sur le plan socio-économique. Vous allez voir que les produits vont aussi prendre les prix des denrées alimentaires vont aussi s'envoler. Donc tout va devenir cher. Et c'est cher comme ça. L'État camerounais envisage de retirer les subventions sur le carburant afin de se conformer aux exigences du FMI. Cette subvention est évaluée à plus d'1 milliard de dollars par an. Il faudrait pour les experts créer une nouvelle raffinerie. Depuis la chute de Muammar Kadhafi, le pétrole libyen est au centre de toutes les convoitises des milices rivales et des puissances étrangères se bousculent pour le contrôle de l'une des plus vastes réserves pétrolières d'Afrique. La Libye a repris donc ses exploitations de pétrole mercredi, mettant donc fin à une interruption qui durait depuis des mois. Reportage. Après 2 mois d'interruption, la Libye a repris ses exportations de pétrole mercredi. Cette reprise tant attendue intervient après que le pays a relancé la production dans les champs pétroliers, suite à la nomination par décret d'un nouveau directeur de la compagnie pétrolière nationale par le gouvernement des Pays-Bas. Selon la déclaration de la compagnie nationale de pétrole, elle a commencé hier à exporter
Et la première expédition était de 40 000 barils. Et aujourd'hui, elle a atteint 600 000 barils. Le processus est en constante augmentation. Les expéditions se font petit à petit et augmentent continuellement. La production pétrolière est depuis mi-avril l'otage des rivalités politiques entre le gouvernement Bachaga et Debeiba. Selon les autorités, les fermetures ont fait chuter de 2/3 la production quotidienne de pétrole de la Libye. Mardi, la production a repris dans plusieurs champs, dont celui de Charara, le plus grand du pays, a annoncé la compagnie pétrolière nationale. Direction Malawi à présent. Depuis 2019, au moins 75 personnes soupçonnées de magie noire ont été tuées par des foules vengeresses dans le pays. ONG et autorités n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur ce qu'il faudrait donc faire pour lutter contre le fléau. Reportage. Ce petit village de 700 habitants situé au Malawi n'est pas si paisible qu'il en a l'air. Il y a 3 ans, au lendemain de Noël, une foule en colère déchaînée par des rumeurs de sorcellerie a pourchassé et lynché une famille en deuil. Wali Nai, 36 ans, a échappé à la mort, mais a perdu son frère et ses parents. Lorsque je me suis échappé, j'ai reçu un appel m'informant que mon frère avait été tué et que les tueurs étaient désormais à ma recherche. À ce moment, mes parents étaient encore en vie. J'ai continué de courir et j'ai atteint un barrage de police. J'ai ensuite été conduit dans une ville à côté et lorsque je suis descendu de voiture, des membres de la foule étaient déjà là et ont menacé de me tuer. Et cette affaire n'est pas un simple fait divers isolé. La croyance en la sorcellerie est très répandue au Malawi. Bernard, un autre habitant du village, en a lui aussi fait les frais lors du décès de son neveu. C'est en décembre 2019 que le fils de mon frère est tombé malade et est décédé. Lorsqu'il est mort, certaines personnes ont prétendu qu'il avait été ensorcelé. Et alors que nous préparions l'enterrement, un groupe de personnes est venu en disant qu'il voulait traiter avec les gens qui avaient ensorcelé le garçon. Actuellement au Malawi, accuser quelqu'un d'être sorcier est un délit, selon une loi élaborée sous le régime colonial britannique. De nombreux facteurs sont à l'origine de ce type d'attaque contre les personnes accusées de sorcellerie en général, et en particulier les personnes âgées. L'une des raisons est notre cadre juridique. Je pense que nous utilisons toujours une ancienne législation, la loi sur la sorcellerie de 1911, qui n'a pas vraiment abordé certains des problèmes émergents liés à la sorcellerie. Depuis 2019, au moins 75 personnes soupçonnées de magie noire ont été tuées au Malawi par des foules vengeresses. Des élus qui enquêtent sur l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021 ont estimé que le président avait failli à sa mission. Ils estiment également que Donald Trump devait être tenu donc légalement pour responsable de ces événements, précisant que le républicain avait ouvert les vannes au désordre et à la corruption. Imaginons. L'assaut du Capitole du 6 janvier 2021 continue de faire couler de l'encre. Ce jeudi, d'anciens collaborateurs de Donald Trump ont été interrogés par la commission d'enquête parlementaire consacrée à ce sujet. Et d'après ces auditions, l'ex-président américain porte une lourde responsabilité. Alors que l'assaut était en cours, ses conseillers et des membres de sa famille l'auraient supplié d'intervenir pour appeler les gens à quitter le Capitole. Mais Donald Trump aurait refusé, avant de se résoudre finalement à appeler la foule à rester pacifique dans un tweet, à la suite de l'intervention de sa propre fille, Ivanka. Donald Trump a finalement tourné une vidéo pour appeler ses partisans à rentrer à la maison, sans jamais reconnaître sa défaite à la présidentielle et en ne respectant pas le texte écrit par ses conseillers. Il lui est aussi reproché de ne pas avoir décroché son téléphone pendant 187 minutes afin de contacter les forces de l'ordre. Il ne peut y avoir aucun doute sur le fait qu'il a commandé à une foule qu'il savait lourdement armée, violente et en colère d'investir le Capitole pour essayer d'empêcher la passation pacifique du pouvoir. Ces faits n'ont pas été contestés et donc il doit y avoir une responsabilité devant la loi, des comptes à rendre au peuple américain.
Des comptes rendus d'appels téléphoniques et de conversations ont été présentés à la commission parlementaire, ainsi qu'une vidéo montrant Donald Trump au lendemain de l'assaut, refusant toujours d'admettre sa défaite, malgré les remarques de sa fille. Cette élection est maintenant terminée. Le Congrès a certifié les résultats. Non, je ne veux pas dire que l'élection est terminée. Je veux juste dire que le Congrès a certifié, sans dire que l'élection est terminée, ok? Mais le Congrès les a certifiés. Le Congrès les a certifiés. Il les a certifiés. Je ne veux pas dire que c'est terminé. Bon, revenons au paragraphe précédent. Quelles que soient les recommandations de cette commission, la décision d'ouvrir des poursuites contre Donald Trump reviendra au ministre de la Justice. Accalmie sur le front des incendies en France, en Espagne, également au Portugal. La situation s'est nettement améliorée jeudi sur le front des incendies, tant en France qu'au Portugal également. En Espagne, où un feu d'envergure a été donc stabilisé dans le nord-est. Reportage. L'Espagne, toujours en proie aux flammes. Bien que les incendies soient en passe d'être maîtrisés, les pompiers sont toujours mobilisés dans de nombreuses provinces, notamment à Saragosse, Lugo et la Galice. Les températures caniculaires et les vents forts continuent d'alimenter ces violents feux de forêt. Si la situation semble s'améliorer, les dizaines de milliers d'hectares déjà brûlés à travers le pays font de 2022 une année historique. Cela fait 22 ans que je travaille et je n'ai jamais vu ces conditions. Jamais. C'est complètement nouveau pour nous. Ici en Slovénie, dans la région boisée du Kras, un incendie qui prend de l'ampleur a forcé l'évacuation de 3 villages. Selon les autorités, il s'agit du feu de forêt le plus important depuis que le pays est devenu indépendant en 1991. Le feu a déjà englouti 2000 hectares et déclenché des munitions non explosées datant de la Première Guerre mondiale. En Gironde, dans le sud-ouest de la France, les incendies sont également en passe d'être contrôlés. Mais les soldats du feu sont toujours sur le pont et larguent de l'eau pour étouffer les points chauds susceptibles de rallumer les feux. Plus de 20 000 hectares ont été brûlés ces 10 derniers jours, entraînant l'évacuation de plus de 36 000 personnes. C'est la fin de ce journal sur Speedline Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Passez un très bon week-end.